Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. François Hollande franchit une étape supplémentaire en matière de décentralisation. Le chef de l'État veut réduire le nombre de régions et mettre les collectivités territoriales au régime sec. La réaction du Sénat dans ce journal. Le non-cumul des mandats de retour à la Haute Assemblée. Sans surprise, les sénateurs souhaitent s'exclure de ce dispositif. Le bras de fer est engagé avec le gouvernement qui entend faire appliquer cette promesse de campagne dès 2017. Décentralisation, non-cumul, des thèmes sur lesquels Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, devrait s'exprimer à l'occasion de ses vœux que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. Et on retrouve d'ailleurs tout de suite depuis les salons Beaufranc du Petit Luxembourg, Perrine Tarnot. Bonsoir Perrine. Alors Jean-Pierre Bel devrait bientôt prendre la parole dans un instant, dans un contexte difficile pour le Sénat. Alors effectivement, dans la longue série de cérémonies de vœux, ce soir Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, présente ses vœux à la presse et puis à l'ensemble des sénateurs. Vous pouvez le voir derrière moi, des parlementaires qui répondent présents dans l'ensemble. Il y a déjà pas mal de monde arrivé dans ces salons Beaufranc, certains ministres également. On voit ici Laurent Fabius, Philippe Martin, le ministre de l'Environnement, ou encore Didier Migaud, le président de la Cour des comptes. Effectivement, Jean-Pierre Bel va peut-être un petit peu parler, faire certaines déclarations autour de l'image, de la place du Sénat, la Haute Assemblée qui a été pas mal malmenée ces dernières semaines, à la fois sur l'affaire Dassault et le fait que le bureau du Sénat ait refusé de lever l'immunité parlementaire du sénateur Serge Dassault. Des sénateurs qui ont aussi refusé de s'appliquer la limitation du cumul des mandats souhaités par le gouvernement. Et donc sur tous ces sujets, on attend les déclarations du président du Sénat, alors que ce soir même, en seconde lecture, les sénateurs examinent à nouveau le projet de loi du gouvernement sur la limitation du cumul des mandats. Des sénateurs qui pourraient à nouveau adopter ce soir en séance une disposition qui les exclut de ce dispositif. Donc on va voir un peu quelle position va prendre Jean-Pierre Bel. Tout à l'heure, discours attendu aux environs de 18h50. Merci beaucoup Perrine, on vous retrouve effectivement dans quelques instants. François Hollande a clarifié hier sa vision de la décentralisation. Le président souhaite réduire le nombre des régions en fusionnant les collectivités. Une annonce plutôt bien accueillie par le Sénat à l'heure du choc de simplification. Sandra Cerquera. Parmi les pistes évoquées par François Hollande, la fusion des collectivités. Les régions d'abord, invitées à se rapprocher, passer de 22 à 15 régions pour réaliser des économies. Plusieurs départements pourraient également être absorbés par les métropoles qui verront le jour en 2016. Dans l'ensemble, l'UMP et le PS approuvent. L'Association des régions de France, elle, se dit surprise par l'annonce d'une diminution du nombre de régions. L'important pour Alain Rousset, c'est la spécialisation des compétences des collectivités. 5 milliards d'euros d'économies seraient en jeu. Imaginez aujourd'hui, vous avez l'État, 2 ou 3 fonctionnaires, vous avez la région, le département, l'intercommunalité, la commune. Donc vous avez 6 ou 7 personnes autour de la table pour décider d'une action en direction du logement. Ça va pas. Pour convaincre les élus locaux à jouer le jeu de la simplification, François Hollande brandit le bâton des dotations d'État. En bref, donner à ceux qui veulent se rapprocher, faire payer les autres. Une sorte de bonus-malus qui ne fait pas l'unanimité. C'est la carotte. Qu'est-ce qu'on a fait avec la carotte? On a déjà fait des intercommunalités qui parfois n'étaient pas tout à fait raisonnables. Uniquement, moi j'ai participé, j'ai assisté plus exactement à des débats dans ces domaines-là. C'est que tout le monde se réunit et dit si jamais on arrive à se mettre d'accord et en mettre beaucoup dedans en se débrouillant bien, on va toucher des grosses primes. L'idée de fusionner les collectivités n'est pas nouvelle. Reste à savoir si François Hollande trouvera une majorité de gauche pour le suivre et voter cette nouvelle loi de décentralisation. Et on a posé la question aux internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. Territoire, êtes-vous favorable à la réduction du nombre de régions? Les internautes ont répondu oui à 68%, non à 26% sur 326 votants. Le Sénat a adopté le projet de loi de réforme de la politique de la ville cet après-midi à une très large majorité. Une performance qui fait des envieux, notamment le ministre de l'Intérieur Manuel Valls qui est venu défendre pour la 2e fois cet après-midi sans trop d'espoir son texte sur le non-cumul des mandats au Sénat. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Tam Tranui. Vous êtes en direct de l'hémicycle. Alors, on s'achemine vers un nouveau rejet de ce texte, Tam. Et oui, effectivement, Delphine, je me trouve dans un hémicycle
l'hémicycle vide puisque la discussion générale sur le non-cumul du mandat a dû s'interrompre tout à l'heure pour laisser le temps aux sénateurs de se rendre aux vœux de Jean-Pierre Bel. Alors, lors de cette discussion générale, on a d'abord entendu le ministre Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui, bien que modéré dans le ton, a déclaré que le cumul des mandats est, je cite, une évidence pour nos concitoyens, une évidence pour la plupart des députés et bientôt pour tous les élus. Pour le ministre, les sénateurs ne doivent pas s'accrocher au passé, surtout à cette époque marquée par la défiance des Français vis-à-vis du monde politique, défiance qui a été rappelée hier par le baromètre du Cevipof, le centre de recherche de Sciences Po. Le ministre l'a rappelé. Face à lui, on a pu entendre tout à l'heure Hervé Maurey, sénateur centriste, qui lui a déploré que le ministre donne cette image de sénateurs accrochés à leurs privilèges, image véhiculée par de nombreux médias. Il a rappelé également que les sénateurs ont adopté justement le non-cumul des indemnités. Alors vous l'avez dit, effectivement, le non-cumul des mandats est ici mal parti. En septembre dernier, lors de la première lecture, le Sénat avait adopté le texte, mais avec une modification de taille, puisque les sénateurs s'étaient exclus du dispositif. Effectivement, le Sénat représente constitutionnellement les territoires, il représente les collectivités territoriales. Et à ce titre, de nombreux sénateurs de droite comme de gauche estiment justifié de pouvoir cumuler leur mandat parlementaire et une fonction exécutive locale. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. En bref, le maire UMP de Corbeil-Essonnes, Jean-Pierre Bechter, successeur et bras droit de l'industriel et sénateur UMP Serge Dassault, a été placé en garde à vue dans l'enquête sur les soupçons d'achat de vote dans les cités de cette ville de l'Essonne. Le Sénat a rejeté en commission la proposition de loi UMP visant à affirmer la liberté de choix des maires dans l'organisation des rythmes scolaires. L'ensemble des sénateurs de gauche a voté contre ce texte qui sera examiné en séance publique le 21 janvier. Maxime Thuillier et Jérôme Rabier. Nouvel épisode dans la réforme des rythmes scolaires. Alors que 75% des élèves ne suivent pas encore ces nouveaux rythmes, l'UMP souhaite déjà changer les règles. Les sénateurs de droite ont déposé une proposition de loi. Objectif, donner plus de pouvoir aux maires. Ce que nous souhaitons, c'est que ce soit le maire qui décide de l'ouverture et de la fermeture des classes dans sa commune. Bien sûr, pas n'importe comment, il faut mettre des garde-fous, dans le respect de la pédagogie, sans toucher à la pédagogie, aux méthodes pédagogiques, mais qu'il puisse décider donc de ses horaires en concertation, bien sûr, avec le directeur départemental de l'éducation nationale, avec les parents et avec les enseignants. La proposition de loi prévoit que les maires organisent eux-mêmes le temps scolaire dans les écoles maternelles et primaires. Elle prévoit également que l'État finance toute modification des rythmes passés par voie réglementaire. Mais ce matin, la commission de la culture, majoritairement socialiste, a rejeté le texte. Au PS, on y voit l'intention de torpiller la réforme de Vincent Peillon. C'est une proposition qui, pour moi, est en réaction avec ce qui a été proposé par la loi de refondation, puisque les rythmes scolaires sont aujourd'hui pratiqués par 4000 communes, à la satisfaction de quasiment la totalité des maires et des communes. Donc, on ne voit pas comment une proposition de loi pourrait venir aujourd'hui remettre en cause ce qui donne satisfaction et qui devrait continuer à le faire. Cette proposition de loi sera examinée mardi prochain au Sénat. Un sujet qui ne manquera pas d'animer les débats quelques semaines avant les élections municipales. Repenser les modes de transport pour de nouvelles mobilités, voilà pour les enjeux d'un rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques présenté aujourd'hui par le député vert Denis Baupin et la sénatrice UMP Fabienne Keller, que l'on écoute au micro de Jérôme Rabier. Dans notre étude, nous croisons l'approche urbaine, l'approche technique sur les véhicules électriques, les nouveaux carburants, les nouvelles formes aussi de déplacement, comme le covoiturage et bien sûr le vélo, un mode de transport doux et individuel. C'est un maillage, un foisonnement de propositions de transport adaptées au mode de vie, aux souhaits, au moment aussi de chacun. Ainsi en week-end par exemple, ça peut être commode d'avoir une voiture, alors que le reste de la semaine, le transport, le train peut être plus adapté. Alors que l'association Les Juristes pour l'Enfance a porté plainte contre X visant une société américaine qui met en relation des couples français et des mères porteuses, des parlementaires UMP s'inquiètent de la publicité qui est faite en faveur de la gestation pour autrui, une pratique interdite en France. Le sénateur Bruno Retailleau veut une loi contre la marchandisation du corps. On l'écoute au micro de Maxime Thuillier.
Ce que nous voulons dénoncer avec beaucoup d'autres collègues, c'est le fait que en seulement une année, à 2 reprises, en avril dernier et puis là il y a quelques jours encore, 2 sociétés privées américaines contournent sur le sol français la loi française en venant faire du business pour louer le ventre des femmes, sans doute en difficulté, pour la GPA. Je crois aussi qu'avec nos collègues, nous déposerons une proposition de loi constitutionnelle, justement pour qu'on puisse, une fois pour toutes, inscrire dans notre Constitution la non-patrimonialisation, la non-marchandisation du corps humain. De l'actualité politique et parlementaire de ce mercredi 15 janvier. Tout de suite, on va retrouver Perrine Ternot en direct de la présidence du Sénat pour nous faire vivre les vœux de Jean-Pierre Bel. C'est à vous, Perrine. Merci Delphine. Effectivement, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui devrait s'exprimer aux alentours, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 18h50. On attend son discours. Je suis pour l'instant avec l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, vice-président du Sénat. Bonjour Jean-Pierre Raffarin, merci d'être avec nous. Meilleurs vœux à vous, puisque c'est une cérémonie ce soir. Qu'attendez-vous du discours du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, alors que l'image du Sénat a été pas mal malmenée ces derniers temps dans les médias? Nous avons un Sénat de gauche et on voit bien que le Sénat de gauche aujourd'hui ne fonctionne pas à merveille et notamment la majorité au Sénat est très divisée. Donc nous souhaitons un président d'autorité qui continue à rassembler comme il rassemble le Sénat, mais qui affirme les positions du Sénat avec autorité et notamment qui sache résister aux mauvaises influences quelquefois du gouvernement. Le Sénat est grand quand il sait être rebelle, quand il sait, pour les libertés publiques ou pour d'autres grands sujets comme la décentralisation, s'affirmer. On vient d'avoir une porte ouverte par le président de la République avec les grandes régions. C'est une proposition du Sénat. Et bien là maintenant, poussons les feux et faisons cela avec autorité. Bonhomie, mais autorité. Vous êtes prêt à suivre le gouvernement sur cette question des régions, peut-être diminuer le nombre de régions pour avoir des régions plus fortes, plus puissantes, à l'image des Länder par exemple en Allemagne? Ça, c'est une proposition que la mission que je présidais, dont Yves Frattinger était le rapporteur, a proposée. Donc si le gouvernement suit nos propositions, bien sûr que nous suivrons le gouvernement. Mais pour le moment, on voudrait qu'il passe à l'acte. Parce qu'on voit bien que le président Hollande est plus fort dans les discours que dans les actions. Donc son attente, c'est le passage à l'acte et au fond, le concret quand il nous annonce des économies, où il les trouve ces 50 milliards et comment il le fait. Mais s'il met tout ça sur la table de manière concrète, il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas attentif. Donc pour le moment, on lui dit chiche et donc oui à cette nouvelle politique social-démocrate, politique sociale libérale, politique de l'offre, politique de l'entreprise. Vous avez l'impression d'avoir assisté hier à un tournant du quinquennat de François Hollande? C'est un tournant dans le meilleur des cas, c'est un tête-à-queue autrement, parce qu'il est clair que c'est au fond le constat d'échec. Mais tous les indices qui sont annoncés pour 2014 sont mauvais. On annonce 11% de chômage, 60 000 défaillances d'entreprises, une consommation très faible, 0 investissement. Donc on voit bien qu'on est dans une situation extrêmement fragile. Le président a constaté la situation d'échec, il a constaté qu'il fallait changer de politique. Maintenant, à lui de nous montrer qu'il est capable de passer à l'acte. Et donc vous faites partie de ceux à l'UMP qui disent chiche au président de la République et à son gouvernement pour engager cette réforme autour du pacte de responsabilité. On a pu entendre quand même Jean-François Copé hier qu'il y a eu une réaction plus violente, un rejet plus violent de ce pacte de responsabilité. On a l'impression que la question divise quand même un peu à droite à l'UMP. Je ne pense pas qu'elle divise au fond, parce que nous disons tous la même chose. Que le président fasse. Quand Jean-François Copé dit des propos sévères, c'est qu'il ne croit pas le président. Il voit le président marqué, comme le dit un grand hebdomadaire cette semaine, par le discrédit. Donc ceux qui aujourd'hui critiquent sévèrement, c'est qu'ils ne croient pas à la capacité de changement. Moi, je voudrais savoir jusqu'où la majorité socialiste est prête à soutenir le président et de savoir si la gauche de la gauche est prête à ce virage social-démocrate. Si la gauche de la gauche était prête à accepter un virage social-démocrate, ça veut dire que la vie politique de notre pays pourrait changer, qu'on pourrait rejoindre une vie politique qui pourrait avoir des ressemblances, par exemple, avec la politique allemande. Mais nous ne sommes pas encore là, puisque jusqu'à maintenant, c'est la gauche de la gauche qui dirige le PS. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin. Justement, on va poser la question à Alain Vidalies, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Est-ce qu'il estime que le gouvernement va avoir effectivement une large majorité à gauche sur ce pacte de responsabilité? Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin. Je vous laisse rejoindre la salle. On voit Jean-Pierre Bel qui accueille les invités pour sa cérémonie des vœux. Alain Vidalies, bonjour. Merci d'être en direct sur notre antenne. Jean-Pierre Raffarin a posé la question légitime à l'instant. Est-ce que le gouvernement va avoir une large majorité à
gauche autour de ce pacte de responsabilité annoncé hier par le président de la République. Où est-ce que ça va diviser dans votre camp? Comme ça divise aussi à droite, hein. Bon, écoutez, pour l'instant, il n'y a aucune raison de faire le pronostic que ça serait divisé. Le groupe socialiste à l'Assemblée, au Sénat, réagit positivement en disant il y a une ligne claire et puis c'est une sorte de passage obligé. On fait le choix de relancer l'appareil productif en France, le choix d'avoir un partenariat avec les entreprises. Il y a eu une politique de la main tendue qui a été prise. Il y a eu une réponse. Maintenant, il va y avoir des négociations. Mais c'est pas forcément la politique qu'on attendait de ce gouvernement, d'un gouvernement de gauche, qu'on attendait aussi de François Hollande. Non, mais jamais. Je veux dire qu'il n'y a que deux politiques possibles. C'est soit la politique dite de la demande, c'est-à-dire on relance la consommation en disant ça va relancer la machine. Et le problème, c'est que quand vous avez un appareil productif qui est aussi délabré, si vous relancez la consommation, vous allez le faire au profit de qui? Des entreprises allemandes ou de nos concurrents? C'est ça la question. Donc vous êtes obligé d'abord de relancer la machine productive avec le pacte avec les entreprises pour pouvoir après peut-être avoir une autre politique de redistribution. Mais c'est pas l'un ou l'autre. De toute façon, on a un passage obligé aujourd'hui. Donc c'est plus une social-démocratie assumée mais par obligation, une politique de l'offre par obligation? Moi j'ai toujours assumé le mot social-démocratie et c'est le bon mot. Il dit exactement ce qu'est notre positionnement. Nous sommes dans une économie ouverte, dans une économie de marché, et aucun socialiste ne pense qu'on peut ignorer la question de la situation des entreprises, de la compétition et de la concurrence. Mais on entend quand même quelques voix au Parti socialiste, chez les parlementaires, dire attention, quelles vont être les contreparties? Qu'il y ait un débat, c'est normal, et que la question des contreparties soit posée, mais le président de la République l'a dit hier, il va y avoir des discussions, il va y avoir un comité de suivi sur les contreparties. L'objectif commun qui est proposé, c'est quoi? C'est la création d'emplois, la création de richesses et l'aide à l'investissement qui peut aujourd'hui être contre cette orientation. Non, il y aura une mobilisation autour de ces orientations, ce qui n'exclut pas d'autres débats, ce qui n'exclut pas que le gouvernement continue, comme il l'a fait ce matin, sa politique de gauche, ce qui est très différent de la politique de droite, par exemple en mettant la priorité sur l'enseignement spécialisé. Et le gouvernement engagera sa responsabilité devant l'Assemblée nationale sur ce pacte de responsabilité et quand? Oui, c'est juste, le président l'a dit, lorsque les choses seront établies à l'issue de la négociation, probablement, donc si on regarde le calendrier au mois de juin-juillet, le gouvernement, après la conférence sociale, donc ces dates-là ne sont pas totalement figées, mais dans cette période-là, le gouvernement va engager sa responsabilité, ce qui est normal, puisqu'il y a une orientation politique, et derrière, ce qui a été dit aussi, c'est qu'il y aura à l'automne une loi pluriannuelle des finances publiques, c'est-à-dire que l'orientation va bien jusqu'à la fin du quinquennat, et je crois que c'est ça qui est important, et c'est normal que le Parlement se prononce. Merci beaucoup Alain Vidalies d'être venu en direct sur notre antenne. On va maintenant accueillir un autre parlementaire, un sénateur, Roger Carucci, pour l'UMP, qui va venir ici à mes côtés. Alors que vous le voyez derrière moi, eh bien, les salons Beaufrand de la présidence du Sénat sont bien remplis. Jean-Pierre Bel qui continue d'accueillir ses invités et on va pouvoir suivre en direct sur notre antenne son discours dans quelques minutes. Roger Carucci, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a quelques instants, Jean-Pierre Raffarin était avec nous en direct également et il disait chiche au pacte de responsabilité de François Hollande. Vous êtes sur la même position? Moi, je suis beaucoup moins optimiste que Jean-Pierre Raffarin. Il dit chiche. Oui, sauf qu'on a déjà dit chiche plusieurs fois à François Hollande dans le passé et malheureusement, les actes n'ont pas été à la hauteur des propos. Alors, c'est vrai que quand on écoute comme ça, on serait dans un pays étranger, dans un monde virtuel, on pourrait se dire, ah tiens, il y a une politique là qui a l'air pas mal. Sauf que, pour le moment, il a conduit la politique inverse. Alors, si effectivement, on trouve 20 milliards de réduction de dépenses publiques, si on trouve 10 à 15 milliards de réduction de charges sur les entreprises dans les 2 ans, 3 ans qui viennent, on sera les premiers à dire, banco, pourquoi pas. Mais pardon de vous dire, échaudé, nous craignons l'eau froide. On va se dire que dans la mesure, on va attendre les actes vrais. Comme quoi, par exemple? C'est-à-dire des engagements, notamment sur le financement du pacte de responsabilité? Oui, parce que, par exemple, il faudrait que, avant le mois de juin, dans une loi rectificative, le gouvernement nous dise où, dans quelles conditions, il fait les 10 milliards d'économies sur la dépense publique. Pour le moment, on nous dit qu'il y aura un observatoire. Enfin, ça, de la même manière, il dit baissons les charges, notamment charges familiales.
elles sont compensées comment? Pour le moment, il ne l'a pas dit. Est-ce qu'il fait du déficit supplémentaire ou est-ce qu'on va beaucoup réduire la dépense publique? Comprenez, le cadre peut être sympathique. La réalité, pour le moment, de la pratique gouvernementale n'est pas rassurante. C'est le discours que vous auriez pu tenir à l'UMP, Roger Carucci. Je ne suis pas sûr qu'on aurait tenu ce discours. D'abord parce qu'on n'aurait pas augmenté les impôts autant, on n'aurait pas augmenté la dépense publique autant, donc on n'aurait pas eu à faire autant de rattrapage. Non, je pense que, je ne sais pas s'il y a un tournant social-libéral, social-démocrate, tout ça c'est des mots. La réalité, elle sera jugée aux actes. Si on a une loi de finances rectificative baissant les dépenses publiques, on verra dans quel secteur, baissant les charges des entreprises, alors ce sera effectivement un nouveau pas dans ce quinquennat et il faudra voir si le président a toujours une majorité de gauche. Mais ça, c'est une autre affaire. Eh bien, on va demander ça tout de suite à Jean-Vincent Placé, le patron des sénateurs écologistes verts ici au Sénat. Jean-Vincent Placé qui va venir me rejoindre. Alors, on voit Jean-Pierre Bel. Jean-Vincent Placé, juste une question, parce qu'on voit que Jean-Pierre Bel va bientôt s'exprimer. Tout le monde me demande, mais est-ce que finalement le gouvernement va avoir une majorité de gauche, y compris avec les Verts, autour de ce fameux pacte de responsabilité? Vous répondez quoi, vous, au président de la République? Alors il y a des choses à préciser bien sûr par rapport à ce qui a été dit sur la question des cotisations familiales, sur la question de la simplification, sur la question des contreparties, sur la question du financement. Donc c'est d'ailleurs l'intérêt d'avoir un Parlement. Le président de la République est important bien sûr, mais le Parlement vote à la fin et il y aura des débats, il y aura des demandes d'explications, il y aura des discussions avec les ministres. Est-ce que vous êtes prêt à suivre le gouvernement sur ce tournant social-démocrate, social-libéral? Je ne vais pas faire une réponse hypocrite, je ne suis pas très connu pour ça. Je ne suis pas député, donc je n'aurai pas vocation à voter la confiance, mais si j'étais député, sous réserve des discussions qui auront lieu, bien sûr, je voterai cette confiance. Donc vous êtes plutôt, pour l'instant, a priori favorable? Mais nous sommes dans la majorité. Le président de la République est le président de la République, c'est lui qui décide de la politique du pays. Tout le monde sait, je crois, que je ne suis pas d'accord sur tout avec lui, mais dans les grandes orientations qu'il a indiquées, avec des politiques écologistes que nous voulons mener, eh bien oui, nous soutenons le président de la République. On va écouter le président du Sénat, Jean-Vincent Placé, éventuellement on reprendra cette discussion après le discours de Jean-Pierre Bel. Les ministres, à toi, mon cher Claude, président de l'Assemblée nationale, à vous, mes chers collègues parlementaires, sénatrices, sénateurs, députés, l'honneur de m'exprimer devant près d'une centaine d'ambassadeurs venus représenter leur pays, de m'adresser aux représentants civils et militaires, aux représentants des cultes, aux autorités des grandes institutions qui me pardonneront de ne pouvoir les nommer, aux acteurs de la vie institutionnelle, économique et sociale, devant vous, chers amis, qui appartenez au monde de la culture, du sport, au monde des arts, des médias, qui m'avait fait la gentillesse d'accepter mon invitation, devant la presse nationale et étrangère, devant vous tous, qui, par votre présence, illustrez la volonté d'ouverture du Sénat vers la France et le monde d'aujourd'hui. Nous avons besoin de ces moments. C'est une occasion de prendre un peu de distance avec le flot continu de l'actualité, la possibilité aussi de nous retourner sur le chemin parcouru, mais aussi de donner du sens à notre engagement. Comme tu l'as fait toi-même, mon cher Claude, pour tes vœux ce matin, mes premières pensées vont, vous le comprendrez, vers nos soldats qui, au péril de leur vie, sont éloignés de leur foyer, engagés pour le maintien de la paix et pour sauvegarder des vies humaines. Ils sont présents sur ces théâtres d'opération, sur mandat international. Ils y sont car c'est la responsabilité et l'honneur de la France. Je m'incline devant la mémoire des 9 soldats qui ont perdu la vie cette année au service de notre pays. En 2013, nous avons eu la joie de vivre plusieurs libérations d'otages, récompensant de longs mois de patience et d'efforts. Je veux dire devant eux, puisqu'ils sont présents dans la salle, même si je ne les vois pas au moment